Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Bon, c'est naturel, je vois, non, on peut pas diminuer, parce que c'est encore une nouvelle fois. Vous avez devant vous le cercle des étudiants géographes. Entre autres, nous avons Alpha Biafra et Malik Elias, Malik Diop, je pense que vous le connaissez tous. C'est un quelconque d'actrice qui a initié ce cercle des étudiants géographes pour tout simplement épauler, appuyer ses frères étudiants, ses frères et sœurs étudiants qui sont dans le besoin, comme tant d'autres l'ont toujours fait avec nous. Donc nous étions une fois à votre place et je sais bien que l'année prochaine ou dans quelques mois, d'autres seront sélectionnés dans des parcours différents du master. Et j'en sais que vous allez aussi prendre, comme nous l'avons si bien fait, l'engagement, le développement, l'altruisme d'aider vos frères et sœurs qui sont dans des niveaux supérieurs ou soit le premier cycle. Donc c'était un souhait et toujours un engagement pour nous de le faire lorsque nous étions au premier cycle. Et cette année, nous sommes chargés. Je vous rappelle encore, c'est le cercle des étudiants géographes. Ouais, ce groupe est là tout simplement pour aider les étudiants. Donc il y a un groupe qui est en place, le lien est déjà partagé. Vous pouvez s'y entrer, vous allez bénéficier des cours résumés sur les différentes leçons. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire en grosso modo. Et vous aurez aujourd'hui le Brian Moudou-Khan qui va vous expliquer de manière beaucoup plus explicite et limpide la formation superficielle, qu'est-ce que la géomorphologie. Encore une nouvelle fois, je m'excuse pour ma voix qui est dérangeante et c'est naturel en fait. Moi aussi, en ce moment, d'abord. Merci quand même. Je vous passe un autre encadreur assez bien. Alors, bonsoir, chers étudiants, bonsoir à tout le monde. Je suis très honoré de vous retrouver encore une fois dans le cadre des révisions que nous avons l'habitude d'organiser avec vous. Je pense certainement que depuis qu'on est en L2, on a l'habitude d'aider nos petites sœurs et nos petits frères qui sont dans des niveaux inférieurs aux nôtres. En tout cas, la particularité pour cette année, comme Ansoumana vous a dit, c'est que toutes les années passées, c'était un groupe d'étudiants de bonne volonté qui auraient éprouvé le besoin quand même de servir leurs camarades. On sait qu'on partage la même faculté, de surcroît le même département. Il est de notre devoir de vous expliquer en profondeur ce que vous n'avez pas eu l'occasion de comprendre en classe, mais que cette année, le frère Malik a eu l'idée de mettre en place un instrument permettant à tous les étudiants, que ce soit les étudiants qui sont à Dakar, et ceux qui sont en dehors de l'école de Dakar, dans un cadre dénommé cercle des étudiants géographiques. Et c'est ce même instrument qui a initié ces séances de révision qu'on a commencé avec la licence 2 la semaine passée, avant de continuer avec la licence 1 ce matin, cet après-midi, de 14h à 16h. Et comme Ansoumana nous l'a dit, je pense que dans 2 ans, 3 ans, il y aura un groupe qui aura aussi l'idée de rendre la monnaie de la pièce en faisant quoi? En aidant leurs petits frères et leurs petites sœurs qui vont arriver dans quelques années. C'est seulement le retour que nous attendons de vous, c'est de continuer ce legs pour vos frères et vos sœurs qui viendront après vous. On n'attend pas de vous une somme d'argent, on n'attend pas de vous une reconnaissance quelconque. Tout ce qu'on vous demande, c'est que dans quelques années,
les sœurs et les frères qui viendront aussi au niveau du département de géographie, vous les épaulerez pour au moins réussir ce parcours personnel d'embauche. Et nous souhaitons en tout cas bonne chance pour les examens à venir et que le bon Dieu vous aide à traverser cette étape. Ça va la L3 parce qu'il ne suffit pas pour les années passées de réussir la L3 pour aller en master 1, mais il a fallu aussi avoir remplir certaines conditions pour pouvoir admis en M1. Et c'est le contraire peut-être l'année dernière, mais vous conviendrez avec moi qu'après des dires des responsables du département, ce ne sera pas la même chose pour cette année, mais néanmoins, faisons à tout un chacun d'entre vous de réussir non seulement l'examen, mais de réussir l'admission en M1 et de continuer votre cursus académique. Voilà ces quelques mots que je voudrais vous transmettre en vous souhaitant bonne santé. Merci beaucoup. S'il vous plaît, la salle n'est pas assez large, vous pouvez pousser entre vous comme ça pour... Bonjour, je bon, je me présente aujourd'hui, ce n'est pas moi qui organise les cours de renforcement. Les élèves de 2021-2023 sont décidés à c'était une initiative. Mais cette fois-ci, ce n'est plus moi, mais c'est le nature qui dénomme cette étudiants en géographie, dont tous les étudiants sans distinction ont parlé. Auparavant, on parlait de nous, mais avec des entrailles, des contraintes, on n'a pas pu avoir l'occasion de rester ce truc-là, quand il y avait des manquements de pouvoir pour dire. Maintenant, ce n'est plus club, mais c'est cette étudiants en géographie. Maintenant, à amener cette activité, à animer le département. Récemment, on a reçu que l'AFC est venu au département, par exemple, pour les étudiants pour le recensement, dans certaines localités comme celui-ci, pour de réunir. Comme il n'y avait pas de structure légale, le département ne peut pas prendre des risques. On a appliqué cette sens aux étudiants de sociologie et philosophie. Mais nous, en tant que nous, on dit que pourquoi ces activités dont les géographes vont se trouver au centre, on a été privilégiés. On a été privé du moins. Et du coup, pendant les vacances, on a convaincu une seule présence avec les responsables et autour des membres de mon pays du département pour étudier ce club. Et maintenant, après, tous les postes ont été faits par vote. Et donc, moi, je suis le président du cercle et de notre membre. Maintenant, on appelle à tous les étudiants maintenant de venir s'intégrer
Et pour l'instant, il n'y a pas de modalité d'intégration. Tout étudiant, géographie, fait partie du club. Et ce sont les activités pédagogiques qu'on a avancées. Et d'autres aussi comme les sportifs qu'on a déjà mis en place. On a pas publié. Donc on va démarrer à partir du 30. Les formations en site se feront ici au département gratuitement. Formation en site, informatique, gratuitement. Et c'est le secteur qui va s'en charger. On a seulement demandé à l'étudiant d'en trouver une machine ordinateur. Et aussi les former gratuitement. Et on pense que nous former en site cartographique, serait mieux que de nous rester encore à tracer des groupes que nous verrons jamais. Bon, ça ne pense pas garantir. Peut-être ce qu'il faut en géographie, mais je pense que le plus préférable, c'est pratique, d'utiliser le logiciel en informatique, donc qui est implanté dans ce monde et qui fait le Canada demain, par exemple, les papiers les plus puissants possibles. Et nous, c'est un géographe, on va passer cette opportunité aux étudiants aussi de s'en former gratuitement. Et donc, peut-être avec l'autologie des gens, on va en parler avec peut-être les animaux pour combattre. Et aussi, en mars 2025, nous comptons une sorte de pédagogie dans le cerveau. Mais tous les pédagogues tout sera 30 000 chars. Et le club est là. Et maintenant, ce n'est pas seulement ces activités-là qu'on va analyser, mais les sportifs aussi. Comme on a décidé de faire comme matchs de basket pour les 30 niveaux, et aussi les garçons pour les matchs de dernier niveau. Et on a déjà mis les sommes qu'on doit mettre pour chaque niveau. Et le football, on a donné 250 000 francs pour le final. Et le match de basket, on a décidé de mettre 500 000 francs pour les filles. Donc, on vous invite aussi à venir et de nous demander de servir l'ensemble des membres qui sont là. Et vous aussi, vous devez intégrer. Donc, cette structure, mais celle des gens géographes, c'est pour les étudiants. Les étudiants géographes. Et aussi, on a par exemple, je pense, le week-end, Inch'Allah, on a un colloque avec les ensembles des départements, l'ensemble des différentes universités du Sénégal. En Ziguinchor, en Syrie, et récemment en Montagne aussi. Et aussi, on va s'en profiter aussi. Retourner à l'occasion tous les étudiants aussi, pour qu'ils puissent nous donner de participer à nos planifications principales. Mais retenez qu'il y a un club qui est là, et vous tous, on vous aide maintenant à faire de sorte que le club pour une bonne marche, c'est cette activité. On va laisser s'intéresser le musical comme il son cours, et l'autre planning pour les révisions la semaine prochaine. Inch'Allah, d'ici demain, on aurait les classes, Inch'Allah. Et aussi, nous dit, il faut essayer de venir très tôt, et aussi pour que. On est en plein présent, et on a à avoir difficulté à avoir les lieux pour faire ces cours-là. Donc, si vous venez à l'heure, si on entend à changer ces lieux-là, vous ne pouvez pas taper. Donc, nous venons même vous excuser pour le dérangement qui sont dans ces lieux-là. Merci. Bonsoir. Nous allons faire le cours sur géomorphologie et formation superficielle. Je me nomme Moudouka, étudiant à master climatologie. Donc, votre attention.
nous allons discuter sur le premier chapitre de géomorphologie et formation superficielle. Et premièrement, nous allons parler de ce qui est la définition d'une formation superficielle. Donc, nous allons démarrer par l'introduction aux formations superficielles. Nous allons analyser la relation entre formation superficielle, la géomorphologie, la climatologie et la biogéographie. Donc, votre attention. Vous savez que la géographie physique est composée par 4 grandes disciplines, à savoir la biogéographie, l'hydrologie, la climatologie et aussi la géomorphologie via aussi la pédologie. Regardez premièrement, ici vous avez l'atmosphère. L'atmosphère est gérée par la climatologie. Il y a aussi l'espace qu'on appelle la biosphère. La biosphère, c'est quoi? C'est géré par la biogéographie. Il y a aussi les terres qui sont gérées par la géomorphologie. Et enfin, il y a ce que l'on appelle les eaux gérées par l'hydrologie. Donc, tu vois que en géographie physique, nous avons 4 grandes branches, à savoir l'hydrologie, à savoir la géomorphologie, la biogéographie, mais aussi la climatologie et enfin la pédologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'interaction entre la géomorphologie et les 4 disciplines de la géographie physique. Cela veut dire que quelle est la relation entre la géomorphologie et les 4 disciplines de la géographie physique? On va continuer. Premièrement, là, on l'appelle la lithosphère. La lithosphère, on l'avait définie en troisième. On avait dit que la lithosphère est la couche supérieure de la Terre, n'est-ce pas? Ça, c'est géré par la géomorphologie. Là, tu vois que ici, vous avez la climatologie. Lorsque la pluie tombe, la pluie va arroser la terre. Une fois que la terre est arrosée, cela va faciliter ce que l'on appelle la germination. La germination va occasionner la mise en place des espèces végétales. Là, c'est géré par qui? Par la biogéographie. Donc, tu vois qu'il y a relation entre la climatologie et la géomorphologie. Parce que la Terre est là et gérée par la géomorphologie. Et lorsque la pluie tombe de l'atmosphère, l'eau va arroser la Terre. Donc, il y aura germination au niveau de la Terre. C'est là où va naître la biogéographie. Donc là, c'est géré par la climatologie, là, c'est géré par la géomorphologie. Lorsque la pluie tombe, il y aura germination. Donc les espèces vivantes là vont générer par le biais de l'eau qui a tombé sur la terre. Donc là, c'est climatologie, là, c'est géomorphologie. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est la géomorphologie, ça, c'est la climatologie. Lorsque la pluie tombe, la terre est arrosée. Une fois que la terre est arrosée, avec la matière organique, on aura quoi? La germination. Donc là, c'est la climatologie, là, c'est la géomorphologie, ça, c'est la biogéographie. Vous avez compris? Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il y a interaction entre la géomorphologie et la pédologie.
C'est là où on va commencer à dire relation entre la géomorphologie et formation superficielle. C'est ça l'objectif du cours. L'objectif du cours, c'est quoi? C'est d'étudier les reliefs et leur altération. Cela veut dire que les reliefs et leur mode de l'altération. Premièrement, vous avez ici, par exemple, des roches. Vous avez ici, par exemple, une roche comme ça. La roche est perturbée par quoi? On a ce qu'on appelle les agents météoriques. Parmi les agents météoriques, on a l'eau, on a le vent, on a aussi la glace. Donc on a ces trois grands agents. Mais ça reste d'autres. Il y a ce qu'on appelle le sel, il y a la température. Mais pour votre cours, on a dit seulement trois. L'érosion liée à l'eau, on parle de l'érosion hydrique. L'érosion liée au vent, on parle de l'érosion éolienne. L'érosion liée à la glace, on parle de l'érosion glaciaire. L'érosion liée au sel, comment vous l'appelez? On l'appelle la haloglacie. Ça, c'est la haloglacie. Mais à votre niveau, retenez ces trois-là parce que dans le cours, on a dit l'érosion hydrique, l'érosion éolienne et l'érosion glaciaire. Donc, la géomorphologie est forcément dynamique. Cette évidence tire sa source des instruments qui contrôlent la vie du planète qui compose les êtres vivants. Donc, on a un peu contextualisé le cours. Et si on continue à étudier les relations là, on risque de terminer sans faire grand chose. Regardez, la géomorphologie est forcément dynamique. En licence 1, on avait appris quoi? La géomorphologie dynamique et la géomorphologie structurale. Dynamique, c'est quoi? Lorsqu'il y a mouvement, lorsqu'il y a modification, lorsqu'il y a comment dire encore mutation. Regardez, la Terre est là. La partie qui se situe en haut, on l'appelle la partie exogène. Ce qui est en bas, on l'appelle endogène. Vous savez que pourquoi il a dit que la géomorphologie est forcément dynamique? Parce que ce qui se passe à la surface de la Terre, les causes se trouvent à l'intérieur. En troisième, on avait appris la tectonique des plaques. Qu'est-ce que c'est qu'une plaque? Une plaque est une portion de la lithosphère qui déplace sur l'asténosphère. Donc, des plaques, c'est le déplacement des plaques. Donc, la géomorphologie est forcément dynamique. On avait appris à l'époque les mouvements de convergence, les mouvements de divergence, les phénomènes de colisage et aussi les phénomènes de collision. Lorsqu'il y a déplacement des plaques, on va retrouver les conséquences à la surface terrestre. Donc, à la surface terrestre, les reliefs qu'on voit à la surface terrestre sont liés à la géomorphologie dynamique. On a des plaques à l'intérieur. Lorsqu'il y a déplacement des plaques, forcément les conséquences, nous aurons quoi? Des élévations.
Je vous donne l'exemple des mamelles. Vous le connaissez? On avait quoi? Déplacement des plaques, raison pour laquelle on a des déformations à la surface terrestre. Je vous donne le cas de la montagne qu'on appelle Kilimanjaro parce qu'il y avait des mouvements internes. Ces mouvements internes, c'est quoi? C'est le déplacement des plaques. Le déplacement des plaques est géré par ce qu'on appelle la géodynamique interne. La géodynamique interne. Donc, les mouvements qui se passent à l'intérieur sont gérés par la géodynamique interne. C'est ça que vous appelez force interne. Force interne. Donc, c'est à l'intérieur. Il y a aussi des forces externes. On est toujours sur la contextualisation du cours, mais la partie interne ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne, c'est la partie externe. Mais comment on a arrivé à la partie externe? On doit savoir que c'est par le biais du mouvement des plaques qu'on a eu ce qu'on appelle la sortie des laves, et ce qu'on appelle les phénomènes volcaniques. Là, après, il y a solidification. Les terrains vont se former à la surface terrestre. Mais aussi, les terrains pourront aussi se former par le biais de ce qu'on appelle la sédimentation, l'altération, transport, dépôt. Après dépôt, il va se former de nouveaux reliefs. Nous allons étudier ça. Donc, premièrement, la géomorphologie est animée par deux forces. Il y a les forces internes qui vont donner les reliefs en surface terrestre. Il y a aussi les forces externes. Les forces externes sont liées à quoi? À l'érosion. L'érosion hydrique, l'érosion éolienne et l'érosion glaciaire. Nous allons étudier quoi? Les types d'érosion. Comment on va passer des reliefs à des formations superficielles. Donc nous allons étudier les reliefs et le pot de altération qu'on appelle formation superficielle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par là pour l'introduction? La géomorphologie est forcément dynamique. On a les mouvements internes et les mouvements externes. Et il dit que les forces internes, géodynamiques internes, qui sont des forces créatrices de relief. Le mouvement des plaques là est à l'origine des reliefs. Raison pour laquelle les forces internes vont donner quoi? Vont donner ces reliefs. Il y a aussi les forces externes. Les forces externes vont concerner quoi? Les reliefs de altération. Les forces externes, géodynamiques qui sont les forces qui sont pour parties exposées à la surface terrestre. Monsieur, on n'a pas encore commencé le cours. Oui, on n'a pas encore commencé. Donc on va étudier ce qu'on appelle, ce que les formations superficielles
À la surface terrestre, on a quel type de roches? En général, on a des roches sédimentaires. Lorsqu'on a ces roches-là, il y a des agents d'érosion. Il y a le vent, il y a l'eau, il y a aussi la glace. Lorsque les terrains sont attaqués par les agents d'érosion, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter qu'il y a altération, ou bien dislocation, ou bien désintégration. La roche est là, qu'on appelle la roche initiale. La roche initiale, c'est la roche qui n'a pas encore été érodée. Lorsque la roche est attaquée par le vent, ou bien l'eau, ou bien la glace, la roche sera altérée. On a quoi? Des sédiments. Il a dit que ce cours s'intéresse à quoi? À la géomorphologie des reliefs et leur point de leur altération. Formation superficielle, donc c'est quoi? C'est le produit découlant de l'altération des terrains. Une fois que les sédiments sont déposés, là il y aura quoi? Transport. Le vent peut transporter les sédiments par quoi? Par roulement, par saltation ou bien poussière en suspension. Là, dit que le vent va déposer les sédiments. Ces sédiments-là qui découlent de l'altération de la roche, c'est ça qu'on appelle formation superficielle. Formation superficielle, c'est quoi? C'est le produit découlant de l'altération des terrains. On a quoi? On a des simples sédiments. Des simples sédiments. On a aussi quoi? Les sols. Les simples sédiments, c'est le produit qui vient fraîchement de l'altération. Donc les formations superficielles sont composées à la fois par qui? Par les dépôts détritiques et quoi? Plus les sols. Vous savez que les sédiments provenant de la roche sont des simples sédiments. Là donc, sédiment est là. Donc, dans ce cas, on a ici des formations superficielles. Mais une fois que les sédiments sont transportés ou bien restent sur place avec l'évolution de MO, la matière organique, on parle de quoi? On parle de sol. N'est-ce pas? Donc, tu vois que les formations superficielles sont composées à la fois par de simples dépôts. Les dépôts sont des sédiments. Et en plus les sols. Donc, les formations superficielles sont composées à la fois par de simples dépôts plus les sols. Quand est-ce qu'on va quitter des simples sédiments vers les sols? Lorsque l'évolution se fait en présence de la matière organique, mais aussi des êtres vivants. Cela veut dire qu'on peut quitter de simples formations superficielles à des sols, parce que le sol est un milieu vivant et source de vie. Le pourquoi? Parce qu'il y a de la matière organique. En guise de récapitulation, les formations superficielles sont composées par quoi? Par de simples dépôts et aussi par des sols. Sont composées par quoi? Par des sédiments et aussi des sols. Une fois que les sédiments
sont mélangés avec de la matière organique, on parle de quoi? On parle de sol. Donc les formations superficielles sont composées par quoi? Par deux grands ensembles. Les sédiments qui n'ont pas de matière organique, plus aussi les sols. Les sols sont quoi? Ce sont des sédiments mélangés avec de la matière organique par l'intervention des êtres vivants. Vous avez compris? C'est bon. Les formations superficielles. Parce que on pourra venir en vous disant que est-ce que les sols seulement forment les formations superficielles? Les formations superficielles sont composées à la fois par les sols et de simples sédiments. On l'appelle détritique. Là, il n'y a pas de matière organique. On va passer à quoi? À la catégorisation des formations superficielles. Il y a ce qu'on appelle les formations superficielles autochtones, allochtones et subautochtones. Par exemple, ceux qui habitent ici à Dakar, on l'appelle la population autochtone de Dakar, n'est-ce pas? Ceux qui n'habitent pas à Dakar et un peu près de Dakar, on l'appelle la population autochtone. Ceux qui habitent par exemple là-bas, aux environs, je donne un exemple, la région de Kédougou, on parle d'allochtone, parce que c'est la distance. C'est un exemple pour la compréhension. Donc, les formations superficielles autochtones évoluent sur place. Il n'y a pas de déplacement. Cependant, les formations superficielles subautochtones connaissent quoi? Un déplacement mais sur de faibles distances. Hein? Je répète. Les formations superficielles autochtones évoluent sur place. Il n'y a pas de déplacement. Par ailleurs, les formations superficielles subautochtones, il y a déplacement, mais la distance n'est pas importante. Cependant, pour allochtones, il y a déplacement sur plusieurs kilomètres. Regardez les formations autochtones. Lorsque la roche est là, on a vu qu'il y a altération, mais les sédiments restent collés à ce qu'on appelle à la roche mère. La roche mère, c'est la roche qui a engendré quoi? Qui a engendré les formations superficielles. La roche est là, mais la partie n'a pas été altérée. C'est seulement la partie supérieure qui a été altérée. On parle de ces sédiments-là, on dit que ce sont des autochtones. Il n'y a pas de déplacement. Pour les formations superficielles autochtones, ce sont des formations superficielles qui évoluent sur place. Il n'y a pas de déplacement. Elles reposent sur le roche-mère. Il n'y a pas de déplacement. Vous avez compris? Pour ce qui concerne le site autochtone, il y a site, il y a autochtone. Il y a déplacement, mais sur quelques kilomètres ou bien quelques mètres. Et l'information se dépose ici. On parle de quoi? On parle de formation superficielle, subautochtone, autochtone. Parce que il y a déplacement, mais la distance n'est pas importante. Pour ce qui concerne allochtone, la question on voit que la distance est importante. C'est le cas de ce qu'on appelle les poussières qui nous viennent du Sahara occidental. La poussière qui quitte le Sahara et vient ici se déposer sur les côtes atlantiques.
Là, on parle de quoi? On parle de alloctone. Là, la distance est importante. Oui. Alloctone. Alloctone. Là, vous avez ici, les sédiments sont engendrés par la roche là. Mais les sédiments sont transportés sur de longues distances. Par exemple, les poussières qui quittent le Sahara. Le Sahara, c'est quoi? Là, c'est le désert que se situe là-bas, Tunisie, un peu Algérie et Mauritanie. Et les poussières quittent là-bas, arrivent ici au Sénégal. On parle de quoi? De formation superficielle alloctone. Parce que les poussières là ont fait plusieurs milliers, plusieurs centaines de kilomètres. Donc vous pouvez voir que formation superficielle autochtone est prise sur place, sur la roche-mère. Cependant, formation subautochtone, il y a des déplacements, mais la distance est faible. Cependant, pour alloctone, il y a des déplacements, mais qu'est-ce qu'on voit? La distance est importante. Par exemple, sur plusieurs kilomètres, des centaines de kilomètres. Donc, pour autochtone, ces formations évoluent sur place. Pour subautochtone, il y a distance, mais faible. Alloctone, la distance est importante. Donc, tu vois que les formations superficielles autochtones évoluent sur place. Cependant, subautochtone et alloctone ont connu quoi? Un déplacement. Qu'est-ce qui le différencie? La distance. Pour subautochtone, la distance est comment? N'est pas importante. Pour ce qui concerne l'alloctone, c'est sur des milliers de kilomètres. C'est des poussières qui nous viennent du Sahara et se déposent sur les côtes atlantiques ou bien américaines. On distingue des formations superficielles autochtones ayant évolué sur place à partir d'une roche dont elles dérivent et les formations superficielles subautochtones alloctones qui ont subi ou subissent encore des déplacements proches ou lointains et qui reposent plus sur le roche-mère. Donc, tu vois que pour autochtone, évolution sur place, subautochtone, déplacement, mais une fois que les poussières se déplacent, les poussières ne se reposent plus sur le roche-mère. Donc là où les poussières sont déposées, on l'appelle quoi? La roche support. C'est la roche qui a accueilli les formations subautochtones et alloctones. Donc les formations subautochtones et alloctones ne reposent plus sur le roche-mère. Ces formations seront accueillies par une roche. La roche qui va recevoir les formations subautochtones et alloctones, c'est ça qu'on appelle la roche support. Par exemple, les poussières qui quittent le Sahara et se déposent sur les plateaux de Thiès. Parce que là, les plateaux n'ont pas engendré les poussières, mais les poussières viennent du désert du Sahara. Donc les plateaux vont constituer la roche support. La roche parentale, c'est la roche qui a engendré les formations. Donc tu vois, ici, à l'époque, on avait une roche comme ça, mais du fait qu'il y a altération, ici, il y a transformation en sédiment. On l'appelle autochtone. Cela veut dire que ce sont des formations qui évoluent toujours sur le roche parentale. C'est ça que vous appelez la roche mère, n'est-ce pas? Il y a roche mère, il y a roche support. La roche mère, c'est la roche qui a engendré les formations superficielles. Cependant, la roche support, c'est la roche qui a accueilli quoi? Qui a accueilli les formations superficielles.
sites autochtones allochtones. Les deux ont subi un déplacement. Donc ces deux-là ne reposent plus sur le rosmer, mais reposent sur quoi? Une rose qu'on appelle rossipore. Donc, la poussière qui quitte les dunes de sable du Sahara et vient se déposer ici au Sénégal, il y a une roche qui les a accueillis. On l'appelle cette roche-là la rossipore. La rossipore, c'est la roche où se déposent les formations sub-autochtones et allochtones. Cependant, la roche mère, c'est la roche qui a engendré les formations. Pour les formations autochtones, là, il n'y a pas de déplacement. Les formations autochtones vont évoluer sur la roche mère. Donc, on a deux types de roches. Il y a roche mère et rossipore. Quelle est la différence entre roche mère et rossipore? La différence entre roche mère et rossipore est la roche mère, c'est la roche qui a engendré les formations superficielles. Cependant, la rossipore, c'est la roche qui a accueilli les formations superficielles sub-autochtones et allochtones. Les deux ont subi un déplacement, que ce soit proche ou lointain. Proche ou lointain. Si c'est proche, vous parlez de sub-autochtone. Si c'est loin, c'est allochtone. N'est-ce pas? Donc, on a deux types de roches. Il y a ce qu'on appelle la roche mère et la rossipore. La roche mère a engendré les formations superficielles. Cependant, la rossipore, c'est la roche qui a accueilli quoi? Les formations superficielles, sub-autochtones et allochtones. Je vous ai parlé de la poussière qui nous vient du Sahara et se dépose sur le plateau de Thiès. Donc le plateau de Thiès va constituer une rossipore. Lorsque les sédiments évoluent sur place, sur la roche mère, on parle de quoi? On parle de formation superficielle autochtone. Autochtone, il n'y a pas de déplacement. On dit en Wolof, village judo, village Mangue. On parle de la population autochtone. Et toi, tu es là-bas, tu travailles à Dakar, donc tu n'es plus autochtone. Mais vous êtes allochtone ou des sub-autochtones. Hein? Merci. Merci. Les fossiles autochtones et allochtones sont des sédiments tant que dure le transit. La poussière qui se déplace au niveau de l'atmosphère est considérée toujours comme sédiment.
parce qu'il n'y a pas en présence de la matière organique. Donc, les sédiments, sites autochtones et allochtones, sont des sédiments tant que dure leur transit, c'est pas leur déplacement. Donc, la poussière qui se déplace, c'est quoi? Ce sont des simples sédiments. Ce sont des simples sédiments. Mais une fois que les sédiments sont déposés quelque part, que vous appelez à l'époque pour le cours de Ross et pour le sédimentaire, que vous appelez à l'époque la sédimentation. Là, on l'appelait cuvette sédimentaire ou bien bassin sédimentaire. Lorsqu'il y a transport, les sédiments, une fois déposés, le lieu où les sédiments sont déposés, on l'appelle bassin sédimentaire. Une fois que les formations superficielles, subautochtones et autochtones sont déposées, et avec la présence de la matière organique et aussi de la végétation, on peut quitter de simples formations superficielles à des sols. Donc, les formations superficielles, subautochtones et allochtones sont des sédiments tant que dure un transit. Par exemple, la poussière qui plane au niveau de l'atmosphère, là, ce ne sont pas des sols, ce sont des sédiments. Mais une fois déposés et leur évolution se fait en présence de la matière organique, en présence des êtres vivants comme la végétation, là, on va arriver à quoi? À des sols. On quitte donc de simples sédiments et on passe à des sols. Donc les formations superficielles, subautochtones et allochtones sont des sédiments tant que dure leur déplacement. Mais une fois déposés et leur évolution se fait en présence de la matière organique, de la végétation, de la biomasse, là on peut arriver à quoi? À des sols. C'est ça qu'on appelle la pédogénèse. On quitte la morphogénèse pour arriver vers quoi? La pédogénèse. La pédogénèse, c'est quoi? C'est le processus de formation des sols. La morphogénèse, c'est quoi? C'est le processus de formation des reliefs. Là, tu vois que pour la morphogénèse, on a des sédiments seulement, n'est-ce pas? Pour la pédogénèse, il y a la présence de la matière organique. Il y a aussi des êtres vivants. Donc, les formations superficielles, subautochtones et allochtones sont des simples sédiments tant que dure leur déplacement, leur transit. Mais une fois déposés, avec la présence de la matière organique, avec la présence de la couverture végétale, là, on peut quitter à des simples sédiments et arriver à des sols. Vous avez compris? Donc, on a quitté les sédiments et on a arrivé à des sols. Les sols sont des milieux vivants et sources de vie. Elles peuvent être pérennisées après immobilisation, dépôt et fixation par la végétation. Cela veut dire que une fois que les formations superficielles, subautochtones et allochtones sont mobilisées, puis déposées, là on peut arriver à la pédogénèse. Si et seulement si il y a la présence de la matière organique, il y a la présence de la couverture végétale, il y a aussi reste des animaux et des végétaux que vous appelez en géomorphologie des fossiles. Vous avez compris? Donc les sols, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une partie minéralogique et une partie composée par la matière organique. Sol est composé par quoi? Il y a une partie minéralogique qu'on appelle les sédiments. Il y a aussi une partie qui est vivante, composée par quoi? L'humus. L'humus c'est quoi? C'est la litière.
ce sont les feuilles caduques des plantes qui tombent, c'est la zone racinaire, mais aussi c'est quoi? C'est le produit de la photosynthèse. On parle de plantes toutes autotrophes, espèces autotrophes. Vous l'avez appris en biogéographie. Elles sont donc en respect pour les sols. Cette précision permet de bien différencier la morphogénèse de la pédogénèse. Au moment où on a des sédiments qui n'ont pas de la matière organique, là on parle de quoi? De morphogénèse. Pédogénèse, c'est quoi? C'est le fait que les sédiments sont là, il y a mélange sédiments, matière organique, plus être vivant, après décomposition, on aura quoi? Des sols. C'est ça qu'on appelle la pédogénèse. Pédo, ça signifie sol. Genèse, ça signifie origine. Donc, tu vois qu'il y aura quoi? Mélange. Premièrement, c'est ça qui va différencier la morphogénèse de la pédogénèse. Morpho, ça signifie forme, n'est-ce pas? Genèse, ça signifie origine, n'est-ce pas? Ou bien naissance, n'est-ce pas? Donc, pour la morphogénèse, on a seulement des simples sédiments. Là, il n'y a pas de matière organique. Cependant, pour la pédogénèse, on a des sédiments mélangés avec de la matière organique, mélangés aussi avec des êtres vivants, comme par exemple les fossiles extradigravés. La relation entre formation superficielle et sol, il y a une nette relation entre formation superficielle et sol. C'est par là que nous allons dire que les sols constituent une partie des formations superficielles. Trois caractéristiques doivent être remplies pour passer d'une simple formation superficielle à un sol. L'activité biologique. L'activité biologique, c'est quoi? Par exemple, la couverture végétale, mais aussi l'activité des animaux qu'on appelle les animaux puisseurs. On a quoi? Les bactéries, on a les vers de terre, les invertébrés et les fourmis. Là, vous allez voir que lorsque les feuilles des plantes tombent sur la terre, là, tu vois que la terre est couverte de feuilles. Lorsque la pluie tombe, il y aura quoi? Décomposition. Lors de la décomposition, vous retournez les feuilles des plantes pour rencontrer quoi? Les vers, n'est-ce pas? Quel est le rôle de ces vers-là? Ces vers quoi? C'est la décomposition, c'est la transformation. Donc, pour passer d'une formation superficielle, d'une simple formation superficielle, des sédiments à des sols, on doit avoir en premier lieu l'intervention de l'activité biologique. Les feuilles des plantes qui tombent ou bien laissent les cadavres. Par exemple, si on prend le mouton là, on le jette quelque part. Vous restez 3 jours, 4 jours, vous allez là-bas, vous retournez, qu'est-ce que vous allez voir qu'il y a des vers en part, n'est-ce pas? Quel est l'objectif? Les vers sont des décomposeurs, n'est-ce pas? Les vers décomposent. Les vers vont transformer la peau ou bien même les os en quoi? En humus. Il y aura quoi? Mélange. Raison pour laquelle, une fois que la pluie tombe, là où on a jeté les cadavres, une fois que l'herbe va se développer très rapidement, le pourquoi il y a de l'humus, n'est-ce pas? Donc, pour passer de simples sédiments à des sols, on doit avoir quoi? L'intervention des êtres vivants, que ce soit la reine végétale et la reine animale. Donc, une fois que les feuilles tombent, là c'est l'exemple le plus connu, et la pluie tombe, il y aura quoi? Mélange. Lorsqu'il y a mélange, les animaux comme les bactéries, les vers de terre et les fourmis vont faire quoi? Vont mélanger la liqueur avec des sédiments. Une fois qu'il y a mélange, la zone là devient de plus en plus fertile. Donc, premièrement, on a passé à de simples
sédiments on tend vers les sols. Il y a aussi stabilité spatiale. La stabilité spatiale, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la stabilité spatiale? C'est quoi? La stabilité spatiale. Et le côté de la stabilité spatiale, c'est instabilité. Il y a deux zones. Il y a des zones qui sont instables et des zones qui sont instables. On avait appris ça en troisième, mais on a oublié ça. Il y a les zones instables et les zones instables. Les zones instables, ce sont des zones où on rencontre des mouvements tectoniques, comme par exemple le Japon, et ainsi de suite. Et aussi les Maldives. Là, c'est une zone qui est instable. Il a dit que lors de la formation des sols, l'espace doit être stable. On ne le souhaite pas. Mais s'il y avait un tremblement de terre ici au niveau de la salle, là, vous serez où? En bas, n'est-ce pas? La partie qui a été sera en haut. Donc, pour passer pour la formation des sols, on doit avoir un espace qui est stable, qui n'est pas froid, qui n'est pas instable. Troisièmement, la structuration interne. On avait appris en géodynamique interne la structure interne de la Terre. Quelles sont les différentes parties? Monsieur de la Terre. Monsieur? Les trois. Lesquels? On a quoi? On a le noyau, on a le manteau, on a l'écorce terrestre, n'est-ce pas? L'autre, c'est qu'il y a instabilité spatiale. La structuration interne sera perturbée. On doit avoir quoi? Une structuration qui est instable. Donc, pour former les sols, premièrement, on doit avoir quoi? L'activité biologique. Deuxièmement, avoir une zone qui est calme, qui ne connaît pas de perturbations. Et troisièmement, avoir quoi? Une situation interne qui est stable. Vous passez des horizons. Horizon A, horizon B, horizon C, n'est-ce pas? Donc il y a la proposition. Donc là, c'est la situation interne. Mais une fois que les sols, la zone est perturbée et instable, cela va perturber la situation interne. Donc pour passer de simples formations superficielles à des sols, ou bien de simples sédiments à des sols, il faudra passer ces trois étapes. Premièrement, l'activité biologique, on laisse encore, stabilité spatiale, l'espace doit être stable, ne connaît pas de tremblement de terre, ni de mouvement volcanique, ni de déplacement de plaques. Mais aussi la structuration interne. En commençant du bas vers le haut, on ne doit pas avoir de perturbation. Les formations superficielles autochtones sont des sols au moment où leur évolution se fait sur place avec la présence de la matière organique et des êtres vivants. Les formations superficielles autochtones sont des sols lorsque leur évolution se fait sur place avec la présence de la matière organique et des êtres vivants. La matière organique, vous le connaissez, c'est l'humus, tous les fertilisants, mais aussi les animaux. Quelles sont les espèces les plus connues? On a les bactéries, on a quoi? Les vers de terre, on a aussi ce que l'on appelle les fourmis. Donc, lorsque les formations superficielles évoluent sur place et avec la présence de la matière organique, mais aussi des êtres vivants, on parle de quoi? On parle de formations superficielles autochtones qui sont transformées en sol. Les formations superficielles autochtones sont des sols si et seulement si leur évolution se fait en présence de la matière organique et des êtres vivants. Quel est l'objectif des êtres vivants? Les êtres vivants vont assurer le mélange entre les sédiments avec quoi? La liqueur,
La litière, c'est quoi? C'est le reste, ce sont les feuilles caduques. Là, on l'appelle la litière. Ou bien là, c'est des animaux. Donc, les animaux vont faire quoi? Vont effectuer le mélange entre les sédiments et la matière organique. Sol définition. Le sol est un milieu vivant, source de vie. Si on vous demande par exemple de donner votre point de vue pour ça, le sol est un milieu vivant. Le pourquoi? Parce qu'il y a de la matière organique. Le sol est un milieu vivant parce qu'il y a de la matière organique et source de vie. Par exemple, pour faire l'agriculture, la première pluie, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos semences et on les sème au niveau des sols, n'est-ce pas? Hein? On va continuer à cultiver. Arrivé au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on va faire? On va récolter donc. Où on voit les arbres sur les sols, n'est-ce pas? Donc les sols sont source de vie. La germination va se passer au niveau des sols. Regardez, on emploie les sols ferrugineux tropicaux, que vous appelez les sols d'or au niveau du bassin arachidier. Dites-moi, il y a de la matière organique. Il y a aussi du fer. Donc, les sols sont des milieux vivants, mais aussi source de vie. Parce que la première pluie, vous allez prendre les arachides, vous les semez ici. La pluie continue à tomber, il y a germination. Donc, c'est source de vie. Les sols, donc, sont des milieux vivants, mais aussi source de vie. Regardez les espèces végétales. Les végétales poussent au niveau des sols, n'est-ce pas? Donc, les sols sont des milieux vivants parce qu'il y a de la matière organique. Mais aussi, les sols sont des sources de vie. Parce qu'une fois que vous prenez votre arachide, vous le semez ici, il y a quoi? La germination. Mais vous n'allez pas prendre votre arachide, vous le mettez au niveau des sables. Hein? Si vous semez vos arbres au niveau des sables, est-ce que vous aurez germination? Non. Donc, les sables sont des sédiments. Raison pour laquelle, parce que là, il n'y a pas de matière organique. Les sols sont des milieux vivants parce qu'il y a la présence de la matière organique. Il y a de la matière fertilisante. Par exemple, reste des végétaux ou des animaux. Plus que les sols sont riches, plus que les sols sont noirs, n'est-ce pas? Plus que les sols sont pauvres, on tend vers la couleur blanche, n'est-ce pas? Cela veut dire que plus qu'on a de l'humus, plus que les sols vont construire des sources de vie. Puis il va y avoir un champ comme ça. On dit que ici, les sols sont fertiles. Ici, les sols ne sont pas tout fertiles. Là, tu vas voir que les variétés seront plus développées au niveau de la zone là. Parce qu'il n'y a plus de la matière organique. Cependant, ici, vous aurez quelques espèces. Donc, les sols sont des milieux vivants parce qu'il y a de la matière organique. Cependant, l'autre partie, les sables, ne sont pas des milieux vivants. Parce que là, il n'y a pas de matière organique. C'est la différenciation qui existe entre quoi? Sol et sable. Au niveau des sols, il y a de la matière organique. Cependant, au niveau des sables, là, il y a l'absence de la matière organique. Là, vous n'allez pas avoir de germination. Ce qu'on a pris pour construire la salle là, ça c'est quoi? C'est du sable, n'est-ce pas? Mais ce que vous trouvez entre deux belles comme ça sont les sols. Le pourquoi? Parce qu'il y a de la matière organique. Si vous allez dans la zone sud, vous avez quoi? Les sols ferralitiques. Le centre, vous avez les sols ferrugineux tropicaux. Le nord du Sénégal, vous avez quoi? Vous avez les sols espéritiques appelés lithosols, régosols et aussi paléosols. Là, on a des sols pauvres.
Donc, tu vois que les sols sont des milieux vivants parce qu'il y a de la matière organique, de la matière fertilisante composée par la liqueur, décomposée par les animaux fruiteurs qu'on appelle la microfaune. La microfaune est composée par qui? Ce qu'on appelle l'ensemble des bactéries, qu'on appelle les vers de terre, les fourmis, les souris, les rats, et ainsi de suite. Donc ces animaux participent à quoi? À la fertilisation des sols. Cependant, l'autre côté, les sols sont source de vie. Parce que si on prend nos semences, on les met au niveau des sols, il y a germination, croissance, il y a quoi, maturation, on va couper les tiges là et il y a la notion de récolte, n'est-ce pas? Donc les sols aussi sont source de vie. Parce que les plantes que vous voyez comme ça, les plantes se développent au niveau des sols. Vous allez au niveau du désert du Sahara. Pourquoi là on n'a pas de couverture végétale? Parce que là on n'a pas de sol. Les sols sont très courts. Les sols sont espéritiques. On a des gravions, on a des dosols et des régosols. Le désert du Sahara, il n'y a pas d'espèces, ou bien seulement des espèces endémiques, qu'on appelle espèces reliques. Espèces reliques, comme les niailles. Vous avez des espèces reliques. Le sol présente l'interaction des roches au contact des amas atmosphériques aidés par des embryos. D'où proviennent les sols? Regardez, premièrement, les sols proviennent de quoi? De l'interaction des terrains. Premièrement, le terrain est là. Mais une fois que le terrain est attaqué par des agents météoriques, comme on l'avait dit, l'eau, le vent ou bien la glace, il y aura quoi? Altération. Une fois qu'il y a altération, on n'a plus la roche initiale. Il y a les sédiments. Là, premièrement, le sol résulte de l'altération de la roche mère. Premièrement, il y a altération. Parce qu'on a dit que le sol est composé par quoi? Par une partie minéralogique et une partie quoi? Vivante. Donc, mélange entre sédiments et matière organique dans les sols. D'où proviennent les sédiments? Par l'altération d'une roche. La roche a existé, raison pour laquelle on parle de quoi? De roche préexistante. La roche avait existé, mais du fait qu'il y a altération, la roche s'est altérée. La roche s'est subdivisée en plusieurs morceaux. Les morceaux, c'est ça que vous appelez sédiments ou bien formation superficielle. Simple formation superficielle. Et là, lorsque il y a l'intervention de la matière organique plus les êtres vivants, là nous aurons quoi? Les sols, n'est-ce pas? Raison pour laquelle il a dit que les sols résultent de l'altération d'une roche préexistante qu'on appelle la roche mère. Une fois que la mère se fragmente, se disloque, s'altère, nous aurons quoi? Des sédiments. Une fois que les sédiments sont mélangés avec de la matière organique, avec l'intervention des êtres vivants, comme la microfaune ou bien mésofaune, là nous aurons quoi? Des sols. Raison pour laquelle il a dit que le sol résulte de l'altération de la roche au contact des agents atmosphériques. Qui sont ces agents atmosphériques? Le vent, ça c'est la climatologie, c'est l'atmosphère. L'eau, ça provient des précipitations, c'est atmosphérique. La glace aussi, c'est climatique. Raison pour laquelle la climatologie est la maison mère. Hein? J'espère que vous bien. Oui. Donc, tu vois que d'où les sols proviennent premièrement de la création de la roche mère. La roche mère est attaquée par des agents atmosphériques.
formative par des agents d'érosion, l'eau, le vent ou bien la glace. Une fois que ces sédiments-là se présentent, on aura quoi? Les sédiments mélangent avec la matière organique. Par les êtres vivants, on aura quoi? Les sols. Donc les sols, premièrement, proviennent par altération de la roche-mère. Une fois que la roche-mère s'altère, avec la présence de la matière organique et des êtres vivants, nous aurons quoi? Des sols. Donc, premièrement, on doit avoir l'altération, transport, dépôt, présence de la matière organique et des êtres vivants. Là, nous aurons des sols. Donc, comment ça se forme des sols? Premièrement, on doit avoir l'altération de la roche-mère. La roche-mère, c'est la roche qui a engendré des sédiments. C'est la roche qui a été altérée. La roche-mère intervient comme fraction minéralogique. Vous suivez un peu? Donc, on va passer aux processus de formation des sols. Premièrement, il y a la roche-mère. La roche-mère va intervenir sur quoi? Sur la partie minéralogique. Donc, les minéraux qui constituent les sols proviennent d'où? Proviennent de l'altération de la roche-mère. Donc, la composition minéralogique des sols proviennent de quoi? De l'altération de la roche-mère. Si on a une roche argileuse qui a engendré les sols, nous aurons quoi? Des sols argileux. Si on a quoi? Une roche-mère qui est essentiellement composée du calcaire, on va noter que la composition minéralogique sera essentiellement occupée par du calcaire. Donc tu vois que les roches, la roche-mère va agir sur la composition minéralogique de ce qu'on appelle les roches, les sols. Mais aussi sa texture, sa richesse en base et sa composition chimique. La topographie intervient également dans le processus de lessivage. Pour la topographie des sols, la topographie, ça signifie les altitudes. Donc, pour ce qui concerne les sols, la roche-mère va intervenir sur la composition minéralogique, mais aussi va intervenir sur quoi? La topographie, mais aussi sur la richesse en base, c'est-à-dire en substances chimiques, comme par exemple du fer. On parle de sols ferrugineux-tropicaux. On parle de sols ferraritiques. Parce que les roches qui ont engendré ces sols-là sont riches en fer. Par exemple, la zone centre du Sénégal et la zone sud du Sénégal. Donc, tu vois que la roche-mère participe activement sur la composition minéralogique
sols, aussi sur sa texture, la richesse en base et sa composition chimique. Cependant, la topographie intervient sur la notion de lessivage. C'est pourquoi les sols qui se situent ici, sur la pente, ces sols-là vont perdre la matière organique. Parce qu'une fois que l'eau passe de ce côté, l'eau va arracher les sédiments, la matière organique et les amène ici. Donc, l'eau participe activement sur quoi? Sur la notion de lessivage des sols par le processus de la topographie. Topographie, on fait allusion à quoi? Au nivellement des sols. Regardez, les sols qui se situent ici, ce sont des sols lessivés. Cela veut dire que l'eau va prendre de la matière organique et va les déposer ici. Je vous donne l'exemple du fleuve Sénégal. Pourquoi là-bas à Bakel? Pourquoi là-bas à Kédougou? On ne fait pas presque du culture maraîchère et on le fait là-bas à Nagada, à Richardol, à Bodor et toute la zone là. Parce qu'au niveau de la partie avant, qu'est-ce que tu vois? Il y a la notion de lessivage, bien qu'aussi les formations là-bas, ce sont des formations anciennes qu'on appelle affleurement du socle précambrien. On a là-bas, on a ce qu'on appelle le Kulundu, on a quoi encore? On a beaucoup de Saria, on a aussi le Yukunkun au niveau de la zone. Donc, une fois que vous arrivez, là vous avez la partie avant, là vous avez la partie avant. Tu vois? Ici, comment sont les altitudes? En quittant sous des galons, il y a quoi? L'altitude est importante. Mais arrivé ici, en sortant de Bakel, on commence à voir que les altitudes deviennent de plus en plus faibles. Le fleuve commence à déposer. Il y a quoi? Les dépôts des argiles qu'on appelle des alluvions, des élivions et les niveaux fertiles. Cela est lié à quoi? À la topographie. Donc dans la zone là, il n'y a pas de lessivage. Cependant, ici au niveau de la zone, du fait que la pente est importante, qu'est-ce qui domine? C'est la notion de lessivage. Le fleuve va éroder, l'eau va arracher les sédiments fertiles ici au niveau de la zone et les déposer ici. Donc là, il y a la notion de la topographie. Arrivé au niveau de la partie aval, il y a les dépôts, les sols qu'on appelle les oraldés. Les oraldés. Raison pour laquelle on fait la culture du canne à sucre, tomate, et ainsi de suite. Donc, la topographie participe à quoi? À la notion de lessivage des terrains. Dans les zones où on a des pentes, les sols sont lessivés. Cependant, dans les zones où on a des plaines, là, il n'y a pas de lessivage, il y a quoi? Dépôt. Raison pour laquelle la zone là, en commençant de Dagana, Podor, et ainsi de suite, ici on a quoi? On a des dépôts fertiles. Donc la topographie participe à la notion de lessivage. Formation superficielle et sol. Les formations autochtones sont des sols si leur évolution se fait en présence de la matière organique et des êtres vivants. Donc, les sédiments qui sont sur place sont des sols si et seulement si leur évolution se fait en présence de la matière organique et des êtres vivants. Yes. Ah, vous voulez qu'on avance? Où exactement? Le Tchaoui. Ok.
J'espère que vous aurez encore besoin de temps. Le sol se met en place à l'échelle géologique. Vous savez qu'en temps géologique, les formations se font en quoi? En milieu d'année ou bien en millions d'années. Pour mettre en place un sol, ça demande du temps. Donc les sols se mettent en place à l'échelle géologique mis en compte les étapes suivantes. Premièrement, on doit avoir altération de la roche-mère. Premièrement, pour former un sol, on doit passer à l'altération de la roche-mère. La roche-mère est là, le vent ou bien l'eau ou bien la glace. Ces éléments vont attaquer la roche-mère, ensuite il y a altération. Cette altération-là va donner des sédiments. Donc, premièrement, pour la mise en place d'un sol, on doit avoir altération de la roche-mère. Deuxièmement, mélange de matière organique. Mélange de matière organique entre les sédiments et ce qu'on appelle les restes des animaux et des végétaux par les animaux. Qui va assurer ce mélange? C'est la microfaune. Les vers vont assurer le mélange de la matière organique avec les sédiments. Donc, les feuilles qui sont de ce côté seront mélangées avec les simples sédiments. Donc, ce mélange-là commence à donner quoi? La mise en place d'un sol. Premièrement, altération de la roche-mère. Lorsque la roche s'altère, il y a les sédiments. Après, il y aura quoi? Mélange de la matière organique avec les sédiments. Assuré par qui? Par les animaux qu'on appelle la microfaune. Cette microfaune-là, c'est ça qu'on appelle les vers ou bien aussi les bactéries. Il y a aussi l'altération. L'altération, vous savez que ça s'accompagne de deux éléments. Parfois, il y a la dissolution, parfois aussi, il y a l'hydrolyse. Dissolution, c'est ça que vous le connaissez. Dissolution et l'hydrolyse. Là, on avait appris ça en licence 1. Dissolution, lorsque tu prends du sel, tu le mets dans l'eau, tu ne vois plus le sel. Là, le sel s'est dissous dans l'eau. Ça, c'est la dissolution. L'hydrolyse, c'est lorsque une partie est dissous et ça reste un autre corps. C'est ça que vous appelez corps résiduel. Le travail de mélange est assuré par la microfaune vers fourmis dernier. Donc, le travail de mélange, cela veut dire que les sédiments avec les feuilles des plantes seront mélangés par qui? Par la microfaune. Microfaune, ce sont les animaux qui sont les plus petits en termes de taille, à savoir les vers, les fourmis et les termites. L'aération. On vous demande d'aérer la salle, c'est ouvrir la porte et les fenêtres, n'est-ce pas? Une fois qu'on a ça, les sols deviennent de plus en plus poreuses. Par exemple, l'aération, c'est lorsque les sols comportent des pores. Ça veut dire que les sols peuvent laisser l'eau passer sans problème, peuvent laisser aussi l'air passer sans problème. On parle de quoi? De la porosité. La porosité, c'est la partie vide d'un corps non occupé par un solide. Regardez, parfois, si vous versez de l'eau ici, l'eau va s'infiltrer. Parce que là, il y a aération. Le sol est poreux. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aération. Et l'aération va parler de la porosité. La porosité, c'est le volume dans le porosité non occupé par des constituants solides. Ce volume est occupé par l'eau, l'air, permettant l'activité biologique. Cela veut dire que la partie non occupée par des solides va laisser l'eau passer. Va amener quoi? L'infiltration. Il y a écoulement de surface, écoulement de surface, écoulement de base, n'est-ce pas? Donc cela est géré par quoi? Par l'infiltration. Donc si
l'eau tombe, il y a des ports, les sols sont poreux, l'eau va s'infiltrer. On parle de quoi? De la porosité. Et après, ce monsieur va vous expliquer pourquoi on a des inondations à Dakar. À terme, on aboutit à la différenciation verticale de faciès qu'on appelle horizon ou profil pédologique. Le profil pédologique, c'est quoi? C'est la superposition de quoi? Des catégorisations de sol. Par exemple, on a horizon A, horizon B et horizon C. L'horizon A, c'est plus superficiel. L'horizon B, on l'appelle horizon d'accumulation ou bien horizon intermédiaire. Horizon C va constituer presque la roche-mère qui va porter les deux là. C'est l'horizon qui est la plus profonde. Donc, on aura quoi? Une superposition de faciès en surface. Premièrement, on a quoi? À terme, nous aurons une superposition des faciès. Là où vous avez l'horizon A, l'horizon B et l'horizon C. Donc, là où vous aurez quoi? Les horizons. S'il s'agit des sols, on parle d'horizon. S'il s'agit des on parle de couches géologiques, n'est-ce pas? On avait quoi? Les paramètres de superposition avec les roches. Là, on parle de couches géologiques. S'il s'agit de ce qu'on appelle des sols, on parle d'horizon. Horizon A, horizon B, horizon C. Donc, il y a quoi? Une superposition des horizons. L'horizon A est alluvial, ce qu'on a l'horizon B est illuvial. Ça, pour se subdiviser en plusieurs sous-catégories, qu'on parle de quoi? De A1 à 2. Mais tu vois qu'il y a accumulation. Là, tu vois que c'est très dur parce que c'est protégé. Mais ici, il y a des subdivisions. Vous avez 0 ici, vous avez A1, vous avez aussi A2, n'est-ce pas? Donc, tu vois que les horizons pédologiques là, il y a une superposition nette. La partie est plus superficielle, là c'est moyenne, là c'est plus profond. Après, tu quittes l'horizon A pour arriver à l'horizon B. L'horizon B, c'est quoi? C'est l'horizon d'accumulation. Parce qu'on a des produits venant de la migration. Migration de quel horizon? Ici et ici. L'accumulation là, on l'appelle quoi? Horizon d'accumulation. Le pourquoi? Parce qu'il y a la conjugaison de la matière venant d'où? Venant de cet horizon et parfois aussi notre horizon. On parle de quoi? Horizon d'accumulation. C'est l'horizon intermédiaire. Pour l'horizon C, c'est encore plus dur. Le pourquoi? Parce que c'est plus profond. Et ça provient directement de la roche la plus dure. Là, tu vois, vous avez ici R+. Et ensuite, vous avez C. Vous avez quoi? A, B. Et vous avez quoi? A. Donc, l'horizon C est plus protégé que l'horizon B. L'horizon B est plus protégé contre les régions que l'horizon A. Parce que l'horizon A là est plus superficiel. Donc, après, on va étudier la relation entre A1, A2, la relation entre B et C, la relation aussi entre B et A, ou A et B. L'épaisseur de ce profil va être dans les systèmes morphogéniques à dominante chimique ou biochimique du domaine forestier et dans le Sahara. Donc, dans le Sahara, le profil pédologique est égal à 0 mètre. Le pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de matière organique. Il n'y a pas de matière organique, on a seulement des gravions. Là, il n'y a pas d'espèces. Du fait qu'il n'y a pas d'espèces, le profil pédologique est égal à combien? À 0 mètre. C'est nul. Il n'y a pas de la matière organique. Cependant, au niveau des zones prestiques, comme la zone tropicale, ou bien la zone amazonienne, ou bien au niveau de la Casamance,
peut aller jusqu'à combien? Jusqu'à 40 mètres. Parce que le pourquoi, il y a le renouvellement de la matière organique. Toujours, il y a les feuilles caduques qui tombent, la microfaune va continuer à mélanger. Là, vous avez quoi? 0 mètre dans le Sahara. Parce que le Sahara, il n'y a pas de pluie presque. Il n'y a pas d'espèce végétale. C'est la végétation qui renouvelle la matière organique. Cependant, dans la zone forestière, comme la forêt tropicale humide, qu'est-ce qu'on voit? Il y a toujours le renouvellement de la matière organique. Il y a chute des feuilles caduques. Une fois que les feuilles tombent, la microfaune va mélanger et il y a le renouvellement de la matière. Raison pour laquelle il a dit que le profil pédologique dans le domaine forestier peut faire quoi? Peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur. Cependant, pour la zone désertique, là, toujours c'est nul. Il y a des gravillons, lithosol, régosol et paléosol. La formation des horizons pédologiques de la roche-mère à la surface. Le profil pédologique présente des couches que superposent verticalement et que s'équilibrent latéralement. Profil pédologique. Il y a superposition. C est là, B est là, A est là. Donc, les horizons se superposent verticalement et latéralement. Et de la roche-mère à la surface, on a une superposition. Regardez. Ici, vous avez quoi? Vous avez la végétation qui est là. Le tapis herbacé qui est là. Ça, c'est l'horizon superficiel. Et on nous dit que, premièrement, on a 0. Ici, vous avez quoi? La végétation. Regardez comme ça, si vous sortez comme ça, vous voyez, là, c'est quoi? L'horizon 0, n'est-ce pas? Vous allez voir la végétation, ou bien l'horizon labouré. Vous n'allez pas cultiver en disant que je vais creuser 2 mètres pour cultiver à l'intérieur. Hein? Vous allez cultiver la partie superficielle. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle horizon labouré, couvert par la végétation. Et il y a une subdivision. On aura quoi? A1. A est là. Là, c'est l'horizon A. Et ici, on a quoi? A1. Ensuite, on a A2. Pour ce qui concerne A1, il nous parle de quoi? Horizon décimé avec de la matière organique. Le pourquoi? Parce que ce qui tombe ici, les végétaux, les feuilles là, peuvent être enfouis et arriver ici. Donc il y a de la matière organique. Mais c'est décidé. Le pourquoi? Parce que l'eau va s'infiltrer l'écoulement hypodermique ou des surface. Là, tu vas voir que l'eau qui va s'infiltrer va faire quoi? Peut entraîner la matière organique. Donc pour A1, il y a de la matière organique, mais il y a la notion de lessivage. Le pourquoi? Parce que ce n'est pas tellement profond. Donc pour A1, il y a de la matière organique provenant des végétaux, mais cette matière organique là aussi sera lessivée, sera prise par quoi? Par l'eau qui s'infiltre. On a A1. Pour A2, on parle de quoi? Horizon lessivé sans matière organique. Regardez A2. A2, tu vois que là, parce qu'il n'y a pas de matière organique, parce que c'est quoi? C'est plus profond. Là, il y a de la matière organique, mais il y a vraiment du lessivage. A2, il n'y a pas de matière organique, il y a aussi la notion de lessivage. Horizon lessivé sans matière organique. Matière organique. Donc ici, il y a de la matière organique parce que ce n'est pas tellement profond, c'est un peu en surface. Mais il y a le phénomène du lessivage. Pour 2, on a quoi? On a lessivage sans matière organique. Et pour l'horizon B, on l'appelle
quoi? Horizon d'accumulation. L'accumulation, c'est quoi? C'est la conjugaison de plusieurs matières différentes. On dit que la matière organique ou bien la matière trouvée au niveau de l'horizon P, c'est de la matière venant de la migration. De la migration. On dit que ici, il y a de la matière, on parle d'horizon d'accumulation. Le pourquoi? Parce que il y a de la matière qui est accumulée venant de ces horizons-là et de ces horizons. On peut avoir de la matière venant de A et bien se déposer à B. Là, on parle de quoi? Horizon d'accumulation. Et enfin, l'horizon C, comme on l'a dit, on parle de quoi? Il y a plusieurs parties. Il y a roche fissurée, il y a arène déstructurée. Regarde. Premièrement, ici vous avez l'horizon C. L'horizon C, on nous parle de roche fissurée. Regardez par exemple la salle, parfois on peut rencontrer des fissures comme ça. Ça veut dire que là, la partie là est plus dure. Raison pour laquelle, pour l'analyse, on va considérer l'horizon C comme la roche mère de ces deux, l'horizon B et l'horizon A. N'est-ce pas? On nous dit que l'horizon A et B vont constituer la zone racinaire. Cependant, l'horizon C va constituer la roche mère. Regardez ici, on a roche fissurée. Et ensuite, vous avez quoi? Les altérites. Le pourquoi? Parce que ici, c'est plus profond. Du fait que c'est plus profond, la zone là est réservée à quoi? À l'altération. Parce que là, il n'y a pas d'altération. C'est la zone la plus dure, c'est la zone la plus profonde. Parce que l'érosion n'arrive pas ici au niveau de la zone. On parle de quoi? Ici, il y a une grosse structure. L'autre partie, ça commence à dégrader. On parle de quoi? On parle de altérité. Donc, tu vois qu'on a une superposition. En géologie, ici, on fait des études. Toujours, on commence qui va vers le haut. L'horizon C est là. Ensuite, on a l'horizon B, l'horizon A. L'horizon C est considéré comme la roche mère. L'horizon qui est la plus dure et l'horizon B est quoi? Et l'horizon d'accumulation. Le pourquoi l'horizon d'accumulation? Parce que c'est l'horizon intermédiaire entre C et A. L'horizon B est comment? Est illuvial. Cela veut dire qu'il ne se subdivise pas en sous-catégories. Mais il y a des cas que l'horizon B va donner B1 et B2. Il y a des cas où l'horizon B va donner B1 et B2. Mais pour l'instant, on se limite à quoi? En disant que l'horizon B est illuvial, l'horizon A est illuvial. Pourquoi illuvial? L'horizon A peut être subdivisé en plusieurs sous-catégories. On a quoi? On a A1, A2 et 0. 0 c'est quoi? C'est l'horizon superficiel. C'est là où pousse la couverture végétale, la végétation. La zone là est riche en matière organique. Cependant, pour l'horizon A1, il y a de la matière organique, mais il y a la présence de quoi? La présence de la notion de lessivage. Pour ce qui concerne A2, là, il n'y a pas de matière organique, mais il y a aussi la notion de lessivage liée à quoi? À ce qu'on appelle l'eau. Pour l'horizon B, c'est plus profond, c'est une zone intermédiaire entre l'horizon C et l'horizon A. Il y a accumulation de la matière venant de C et de A. On parle de quoi? On parle d'horizon d'accumulation. Ce sont les horizons. Un sol évolué présente un profil de type ABC. Les premiers horizons A et B forment la zone racinaire. Pour certaines plantes,
comme Adam Seigneur Disidiata, comme le Hayat Sénégalensis, là, les racines vont aller jusqu'à l'horizon B. Donc, l'horizon A et l'horizon B vont constituer la zone racinaire. Donc, A et B forment la zone racinaire de la végétation naturelle ou cultivée. L'horizon C correspond à la roche mère dont la décomposition progressive va diminuer l'épaisseur de A et B. Regardez, l'horizon C va constituer la roche mère des deux A et B. Donc, une baisse de C va diminuer l'horizon de B et l'horizon de A. Parce que l'horizon qui va porter les deux. L'horizon A et l'horizon B. L'horizon A est plus éluvial, susceptible de révéler plusieurs subdivisions. A0 au I ou liquère est constitué de débris végétaux, puis A1 OF, couche de fermentation, les débris végétaux qui sont connaissables, A2 OH, couche d'unification disparaît. Regardez, ici, pour ce qui concerne la subdivision l'horizon A, on a quoi? A0 et I0. Ça veut dire que ici on a quoi? La litière en surface. C'est la zone où on a plus de la matière organique. Il a parlé de A0. A0, c'est la partie superficielle. C'est la partie qu'on voit comme ça. Et A0, OL ou litière est comme des débris végétaux. Les feuilles des plantes, les branches vont tomber. Une fois que ces feuilles et ces branches tombent, nous aurons quoi? L'horizon superficiel. On a des débris. On parle de A0, OL. Cela veut dire qu'il y a de la litière. Litière, c'est quoi? C'est le reste des végétaux. Et deuxièmement, on a A1, OF, couche de fermentation. Les végétaux qui sont connaissables. La fermentation, c'est quoi? La fermentation, c'est quoi? La fermentation, on avait dit que c'est le fait de transformer, par exemple, le lait. Si vous voulez quitter du lait en poudre, vous prenez le lait en comment dire encore? Lait caillé, vous allez faire quoi? La fermentation. La fermentation se fait dans un milieu anaérobie. Donc, vous dites que pour A1, c'est profond. On parle de quoi? La couche de fermentation. C'est-à-dire la décomposition. Et enfin, on a quoi? On a A2OH. On parle de couche d'humidification. Là donc, du fait que c'est plus profond, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quoi? Il y a la décomposition chimique. Donc, pour A1, il y a de la litière. A0, il y a de la litière parce que c'est en surface. A0, c'est en surface. Il y a les débris des végétaux et les restes du tapis herbacé. Là, c'est en surface, ce qu'on voit comme ça. Ensuite, on a A1. A1, on l'appelle quoi? On l'appelle la couche de fermentation. Le pourquoi? Parce que là, il n'y a pas d'oxygène. On parle de quoi? De couche de fermentation. Et enfin, la zone la plus profonde qu'on appelle AH, et la couche qui est la plus profonde, qu'on appelle A2, dans la zone là, on l'appelle la couche d'humidification. Cela veut dire que c'est la zone la plus profonde de l'horizon A. Donc l'horizon A peut être subdivisé en 3 horizons ou des couches. On a A0, on a A1, aussi on a A2. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a disparition de la terre. L'horizon B est immédiat. L'horizon B, c'est
une couche qui ne se subdivise pas. Mais là aussi, il y a des limites. L'horizon B et l'horizon d'accumulation. Donc, tu vois que B est là. B est au centre. C'est l'horizon intermédiaire. C est là, A est là. Donc, tu vois que B sera composé par quoi? Par des produits d'accumulation venant de A et de C. Il n'y a pas de subdivision. L'enrichissement en constituant minéraux et organiques, une partie de cet enrichissement est issue de la migration verticale au travers de la matière. Migration verticale, on l'appelle couche d'accumulation. Le pourquoi? Parce que la matière qui constitue l'horizon B, ça provient de la migration. Raison pour laquelle on l'appelle horizon d'accumulation. On a accumulé quoi? De la matière. Parfois, la matière qui se dit A2 qui est là, peut permettre la zone là arriver à l'horizon B. On parle de quoi? On parle de l'horizon d'accumulation. Donc l'horizon B est l'horizon où on a quoi? Où on a l'accumulation de la matière. Selon Roland, on ne parle d'horizon B que si on a des preuves morphologiques qu'une part de l'accumulation est le résultat d'une migration. Tu vois? Le pourquoi? Parce que c'est la position de B. Donc B, pourquoi on parle de B? Si et seulement si on a un produit venant de la migration. C'est lorsque la matière quitte l'horizon A et vient ici à l'horizon B. On parle de quoi? L'horizon d'accumulation. Et il a dit quoi? La preuve la plus sûre est dans la présence de traits pédologiques d'accumulation, revêtement, nodule, bande. Donc, au niveau de l'horizon B, comment on peut identifier? On peut dire que cet horizon-là, c'est l'horizon B, à condition qu'on a les traits morphologiques, comme les revêtements, les bandes, et l'horizon B peut être subdivisé en deux horizons. L'horizon B1 et B2. Il a dit que l'horizon B, dans certains cas, peut être subdivisé en deux. En l'horizon B1 et B2. Les deux. Ok, merci, merci. Merci à tous. Bon. Vous allez encore bénéficier d'une autre 2 heures de temps avec le même Modou Kal. Bon, moi je vous communiquera, Inch'Allah, le lieu et la date et l'heure aussi. Merci à tous.